Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. On vous a préparé pour ce jeudi des news plutôt sportives puisqu'on vous parlera de la route du Louvre, d'un champion paralympique, de la fête du mini-basket à Méricourt les 19 et 20 mai prochains avec notre invité monsieur Jackie Eke. Alors il est temps d'enfiler vos chaussures de sport et de nous suivre sur cette nouvelle édition. Je rejoins Anthony au pas de course pour ce JT du jeudi 11 mai pour vous présenter vos news de la semaine. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Alors je sais que tu es sportif Anthony et que tu aimes ça. Un petit peu. D'ailleurs ça se voit. Hein. Est-ce que tu es allé courir pour la route du Louvre ce lundi 8 mai qui était férié? Non, pas du tout. Et est-ce que tu connais l'origine de cette course, cette 12e édition? Encore moins. Encore moins. Alors écoute, comme tu connais pas l'origine, on va t'aider. On va écouter Jean-François Caron que nous avons rencontré entre deux gouttes sur la route du Louvre lundi dernier. Alors, la route du Louvre, c'est parti de l'idée d'un contact que j'avais avec Pierre Mauroy, qui était président de la communauté urbaine de Lille, et où on se posait des questions sur la façon de faire mieux travailler ensemble le bassin minier et Lille. Et Pierre Mauroy m'avait invité à déjeuner, donc c'était très respectueux quand même, c'est un grand monsieur. Et il me parlait des regroupements de communes, etc. Moi, vous savez, monsieur le Premier ministre, pour moi, c'est plutôt par le fait qu'on a des projets ensemble que se rapprocheront les territoires. Et après, ça viendra naturellement si ça doit venir un jour. Et je lui avais donné comme exemple, j'ai regardé entre Lille et Lens, il y a 30 km, 35 km. Je dis pourquoi on n'invente pas un marathon entre Lille et Lens? Une bonne idée, M. Caron, voilà. Bon. Ensuite, pendant quelques années, j'évoquais cette idée, mais moi, j'avais pas l'expertise pour monter un marathon à grande échelle, jusqu'au jour où j'ai croisé Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme. Et lui, tout de suite, il a dit, mais c'est une idée géniale, en plus il y a le Louvre qui va arriver, on n'a qu'à l'appeler la route du Louvre, le nom de la route du Louvre, ça vient de lui. Et comme moi j'étais vice-président au conseil régional, le président de région m'a tout de suite dit, c'est une idée géniale, et voilà, c'est parti. Ça y est, maintenant je suis au courant Valérie, je sais comment ça marche. Et malgré des températures fraîches et quelques gouttes de pluie, ils étaient plus de 15 000 participants à participer à cette 12e édition de la route du Louvre. 8 000 marcheurs répartis sur 7 randonnées, 4 000 personnes ont pris part aux 10 km au départ de la gare de Lens, 300 équipes de 3 coureurs ont participé aux différents relais et plus de 2 700 marathoniens ont parcouru 42 km reliant Lille à Los-Angoël. Los-Angoël est plus précisément le site du 11-19 où ont convergé tous ces participants. Le marathon, principale course de cette route du Louvre, a été remporté chez les hommes, comme lors de l'édition 2016 par le Kényan Kipyengo Barnabas. À 21 ans, il remporte pour la deuxième fois la route du Louvre. Chez les femmes, c'est une nordiste, Sandrine Duhamel, licenciée au club de Fourmies, qui a été la plus rapide. Tous les résultats sont à retrouver sur le site officiel de la route du Louvre, www.laroutedulouvre.fr. À suivre après ce JT, un magazine spécial réalisé par les équipes de Télégoël sur cette 12e édition de la route du Louvre. Vous y retrouverez de nombreux participants et acteurs de cet événement. La semaine dernière, à l'occasion du 1er mai, Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, ainsi que son conseil municipal se sont rendus au foyer Ambroise Croizat afin de remettre aux anciens un brin de muguet. Un moment fort de partage et de mémoire qui est à chaque fois l'occasion de rappeler le combat des travailleurs pour les droits que nous connaissons aujourd'hui, à laquelle certains ont pu participer, notamment la semaine des 35 heures, les syndicats, les congés payés et bien d'autres acquis sociaux. À l'initiative de l'association Fenêtres de rue, le pôle Gambetta organise en ce moment à Liévin une exposition destinée aux enfants. Le thème est ludique puisqu'il s'agit d'aventures de doudou, animées par des salariés du pôle Gambetta. Un retour en enfance pour David Loriot et Cyril Dionnet, nos deux journalistes présents sur place. Donc c'est une exposition qui s'adresse aux tout petits
et qui parle de doudou. Donc elle est ludique, interactive, elle mêle des petits jeux et des livres ainsi que des comptines. Alors il y a différents types d'ateliers effectivement. Il y a un atelier artistique. Les enfants découvrent des tableaux qui ont été détournés avec parfois des images de doudou. Il y a également un autre petit atelier qui explique le déroulement de la journée. Ensuite, un autre sur la généalogie, la géographie. Un autre, on fait participer un peu plus les enfants sur les formes, le toucher. Et puis un dernier sur les comptines. Alors, elle a été créée par l'association Fenêtres sur rue. C'est une association lilloise. Nous n'avons pas participé à la création, nous la louons et nous l'animons. Et nous avons ajouté bien sûr des petites animations autour et puis les livres de la bibliothèque également. Ça se termine, oui, ça a démarré par une chanson et ça se termine également par une chanson puisque c'est ce qui plaît le plus à cette tranche d'âge, les 0-3 ans. On accueille aussi des classes de moyens, donc ces enfants-là ont souvent 4 ans, mais c'est le public vraiment qui est adapté. Les enfants un petit peu plus grands ne seront pas forcément aussi intéressés que cette tranche d'âge-là. Alors elle est visible sur le pôle Gambetta jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite elle sera 15 jours, les 15 prochains jours, au pôle des Rousseaux. Dans le cadre de l'opération Champion dans nos écoles, EDF et sa team sportive sensibilisent aux handicaps dans les écoles. Pour cela, quelques écoles de France accueillent des sportifs paralympiques. À Los Angeles, c'est Arnaud Assoumani, multimédaillé paralympique, qui s'est rendu à l'école Basely pour échanger avec les enfants sur le handicap. Un reportage signé Cyril Dionnet et Anthony Vermus. L'idée, en fait, c'est de permettre aux enfants de l'école d'essayer la pratique du handisport à travers des ateliers pratiques. On leur permet de faire du foot les yeux bandés. On leur permet aussi de pratiquer le sport en fauteuil, de façon à ce qu'ils puissent s'imaginer en situation de handicap pour casser les préjugés que l'on peut avoir. Je m'appelle Arnaud Assoumani, je suis sauteur-hangeur. J'ai participé à 4 Paralympiades, gagné 5 médailles paralympiques, 2 de bronze, 2 d'argent et 1 d'or. Et donc je suis revenu aux derniers Jeux de Rio avec une médaille de bronze en 100 longueur. Quand on a un champion comme ça, il véhicule une image de réussite et la réussite, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants. Le fait qu'il ce soit un champion handisport, ça nous ramène à l'image de l'école inclusive. La réussite, l'école de la République doit le faire valoir pour tous ses enfants, y compris les enfants à besoins particuliers ou porteurs de handicap. Je n'aime pas forcément sensibiliser au handicap, c'est vraiment plus un échange, leur montrer qu'il y a d'autres sports et que même si on a une différence physique, on peut faire du sport. Ils posent des questions, ils sont curieux, ils ont suivi un petit peu, ils savent ce que je fais, donc ils connaissent la prothèse, celle-là, vous avez pu la voir. Enfin, comment est ta prothèse, mets ton bras, ils ne comprennent pas forcément, donc c'est super important de montrer tout ça et de partager avec les enfants parce que justement, c'est la génération qui a besoin de comprendre l'autre, d'accepter l'autre, d'accepter qu'on est tous différents. Et puis je me dis que plus tard, ça fera peut-être des adultes un peu plus tolérants. Donc c'est des journées qui sont super riches, super positives et super importantes, quoi. C'est juste de montrer que c'est pas parce qu'on est différent, parce qu'on a un handicap, que ce soit physique ou autre, qu'on peut pas réfléchir, qu'on peut pas être performant, qu'on peut pas être créatif. Je fais bien plus de choses que beaucoup de personnes qui ont 2 bras et 2 jambes. Et j'ai la chance de vivre de mon sport. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, des sacrifices. Et j'ai la chance aussi de beaucoup voyager. Et donc forcément, quand j'étais petit, je pensais pas forcément avoir cette vie-là pour personne. Dans tous les cas, on est privilégié, quoi. Donc voilà, c'est aussi montrer ça et montrer que c'est cool, quoi.
Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achevait après 6 années de lutte contre l'Allemagne nazie. Tous les ans, les différentes communes de la région honorent les soldats morts pour la patrie. Ce fut le cas dans la municipalité d'Arnes et de son maire, M. Philippe Duquesnoy, dont on écoute un extrait de discours. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la victoire, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre recueillement est un hommage à nos morts glorieux, à nos combattants, mais aussi l'évocation de ce que fut ce combat. Combat pour la liberté, pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est des leçons de l'histoire que l'on tire les enseignements du présent, pour préparer l'avenir, sans pour autant oublier ceux qui sont morts. Comme les arbres ont besoin pour grandir de plonger profondément en terre leurs racines, pour croître, un peuple a besoin d'apprendre, de connaître et de respecter son passé. Aux jeunes générations qui vivent en paix sur notre continent et qui ne connaissent les conflits qu'au travers de l'écran de télévision, je veux rappeler, en cette occasion, que rien n'est jamais définitif. Jusqu'au XXe siècle, trop de conflits ont bouleversé nos peuples. La guerre est le recul de la civilisation. La guerre de 39-45 fit près de 50 millions de victimes, dont de nombreux civils, des femmes et des enfants. Heureusement, la sagesse de nous aider après la défaite des nazis et fascistes, ainsi que la victoire des Alliés, les a conduits à jeter les bases de ce qui deviendra la communauté européenne. Elles connaissent la région de Lens et maîtrisent l'application Instagram et le mélange de ces deux connaissances leur ont donné l'idée de créer le concours Instalence. Les jeunes étudiantes en licence professionnelle métier du tourisme de l'IUT de Lens ont développé un concours photo sur les réseaux sociaux dans le cadre de leur projet scolaire. Le principe est simple et ouvert à tous, prendre un cliché avec son smartphone tout en mettant en valeur le territoire et son patrimoine. Nous sommes allés les rencontrer lors du vernissage de leur toute première exposition à Lens. Un reportage de Nicolas Dionnet et Flavio Spatafora. Alors il s'agit de la licence professionnelle métier du tourisme qui dépend du CEPIA et donc de l'IUT de Lens et de l'Université d'Artois. Et les 3 étudiantes ont commencé la formation en septembre 2016 qui va se conclure là en juin 2017. Voilà, et donc dans ce cadre, elles ont réalisé ce projet tutoré qui leur permet de réaliser un projet de A à Z qui est évidemment à destination du territoire pour promouvoir le territoire puisqu'on est dans le développement des infrastructures culturelles et sportives. Voilà, et également tout ce qui est lié au tourisme dans la région. On fait partie de cette jeunesse qui est née avec un téléphone portable dans les mains. Donc Instagram, c'est forcément pour nous. Facebook, tous les réseaux sociaux, on connaît ça par cœur. Du coup, c'était un peu logique que ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça s'est transformé en Instalence. On a fait de la communication, on a eu plus d'une centaine, à peu près 125 likes sur Facebook, sur la page. La seule contrainte, c'était l'objet et le décor derrière qui devait refléter le patrimoine. Mais voilà, tout le monde pouvait participer, on voulait que ce soit fun en fait. Voilà. Donc le premier lauréat, c'est Monsieur Sébastien Bugère. Donc c'est la photo que vous voyez tout au milieu. On va dire qu'elle est magnifique. Elle fait partager le patrimoine de Lens avec les terris et on a le petit clin d'œil au stade Bollaert avec le sac à dos. Donc voilà. Cette photo déjà a été prise en hiver, comme on le voit, avec un peu de neige, ouais. Et il y a un petit garçon qui est passionné du Racing Club de Lens. Donc j'en ai profité pour l'amener donc sur ce terri, donc une petite balade en famille. Et après, c'est vrai, une petite mise en scène avec en arrière-plan le magnifique terri d'Alicourt. Nous, on espère vraiment que ça va être repris par un groupe d'étudiantes de notre licence l'année prochaine. On sera là pour les guider, pour leur donner des conseils, pour les aider à chaque fois. Et si c'est repris pendant plein d'années, ça nous va très bien et que le concours grossit, réunissent plus de monde et fassent mieux vivre le territoire. Et puis on sera fiers d'avoir lancé ça en fait. Je pense que c'est une valeur sûre et puis on va faire en sorte que ça le devienne en sachant qu'on est en train d'avoir d'autres relais. Et puis je pense également que Lens et ses environs, il y a un vrai potentiel et puis c'est également très photogénique et on l'a prouvé justement avec ce concours.
Afin de présenter le créateur et sculpteur du monument du souvenir et de la paix de Salomine, la Maison de l'Art et de la Communication ouvre ses portes à Pierre Garçon du 2 au 20 mai pour une exposition retraçant le parcours de ce dernier. De ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en passant par de nombreux voyages dans le monde, Pierre Garçon a emmené nos 2 journalistes sur son parcours. Anthony Vermus et Cyril Dionnet se sont rendus sur place avant l'ouverture au public. L'objectif de l'exposition, c'est de présenter à la population de Salomine qui est l'auteur du monument du souvenir et de la paix. Et j'ai donc amené ici des pièces qui retracent en fait une grande partie de mon parcours depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En fait, comme c'est un parcours depuis mes débuts, j'ai derrière moi ma première commande, c'est une petite sculpture que ma grand-mère m'avait commandée, donc j'étais tout à fait amateur à l'époque. Pour démarrer l'exposition, j'ai souhaité mettre une sculpture au fond de la salle pour attirer le spectateur et qu'il aille la voir. Et une fois qu'il l'a vue, c'est en se retournant qu'il a la surprise. Je souhaite que les gens qui viennent voir mon travail y trouvent du plaisir. J'espère qu'ils en trouveront parce que mon travail est très diversifié. C'est, me semble-t-il, du 2 au 20 mai. C'est un événement national organisé il y a déjà plusieurs années à Méricourt. La fête du mini-basket aura lieu les 19 et 20 mai prochains à l'espace sportif Jules Ladoumègue et on accueille tout de suite le président du Méricourt Basket Club de Méricourt, monsieur Jackie Eke, qui nous présente ce grand moment festif et sportif. Monsieur Jackie Eke, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Oui. Alors, on va parler de cette mini-fête du basket des 19 et 20 mai prochains, mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait parler du club de Méricourt ? Ah oui, le club de Méricourt est un club qui est toujours en expansion. Nous sommes un club de 198 licenciés et nous sommes un club formateur, bien sûr, ça c'est primordial pour moi. Nous avons une équipe quand même qui maintenant joue en excellence régionale. Pour donner un avis, c'est en dessous de la prénat. Donc ça veut dire que nous avons une équipe de bon niveau. Alors nous avons des équipes dans toutes les catégories, presque, sauf bien sûr nos Benjamines, c'est ça. Donc le club se porte vraiment bien avec 198 licenciés. On s'était rencontrés il y a de cela 3 ans, si je me souviens bien. Oui, vous êtes venu faire une interview là-bas. Oui, voilà. Oui. Comment ça s'est passé depuis ? Disons que nous avons eu cette progression depuis 3 ans, car nos filles, par exemple, à ce moment-là, étaient simplement en département. Et nous avions fait un punch disant, voilà, dans 3 ans, à cette période-là, on a dit qu'il faut être en régional. Et puis nos filles ont travaillé, nous avons eu des entraîneurs compétents qui nous ont fait monter nos filles en régional. Ce qui booste un peu tout le derrière de ça, car les jeunes voyant ça, ont envie de faire. Mais je reviens et je retiens surtout que je suis un club formateur. Moi, ce que j'aime, c'est la jeunesse, c'est les enfants. Vous voyez, la fête midi-basket, des enfants de 6 ans à 11 ans. Nous avons une école de basket qui comprend 54 petits jeunes. Et bien sûr, après de là, le but, c'est de les avoir sur la durée. Quand vous dites formateur, ça veut dire quoi exactement au niveau des entraînements ? Ces entraînements spécifiques ? Alors non. C'est parce que quand je dis club formateur, c'est que nous refusons aucun enfant. C'est-à-dire nous avons des enfants normaux, des enfants un peu obèses, nous avons même aussi des enfants qui sont... ils ont des soucis moteurs, tout ça. Et quand on dit club formateur, c'est que nous, on va les former, on va les apprendre. Et après, peut-être, ils iront sur un autre club beaucoup plus fort pour continuer leur expansion basket. Alors, depuis, on va revenir un peu sur cette fête. Depuis combien de temps elle a débuté cette fête ? Alors cette fête, elle a été créée en 1994. C'était le début de la fête mini-basket. Et donc, comme je vous dis, cette fête est faite c'est une fête nationale dans toute la France.
Et Méricourt, ça sera la 3e fois qu'ils la font dans le département du Pas-de-Calais. Ça se déroule le 19 et 20 mai. Voilà. Comment ça se passe? Alors C'est sur voilà. 2 jours? Alors c'est sur 2 jours. Pourquoi les 2 jours? Parce que nous recevons les enfants de 5 écoles. Cette année, nous allons recevoir les CP et les CE1, avec Madame l'Empereur qui s'occupe des écoles Salomine, Avion, tout ça. Nous avons décidé ça, de prendre les très jeunes pour leur faire découvrir. Car d'habitude, on prend des enfants de 9, 10, 11 ans. Et là, on va travailler avec des petits-enfants. Donc on a 230 enfants qui viennent, des 5 écoles de Méricourt. Et nous avons mettre à disposition 8 terrains et puis leur démontrer, les faire jouer, leur expliquer un peu le basket. C'est la découverte du basket à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du basket, il y a aussi des petits jeux, des choses... Oui, parce que la fête mini-basket, c'est une fête. Donc, il n'y a pas de règles, vous comprenez? Car les écoles de basket, ce sont des enfants qui ne jouent pas en championnat, par exemple. C'est-à-dire un enfant qui joue en championnat, car on a des championnats U9, c'est 9 ans, 8 ans, des championnats U11, 11 ans, 10 ans. Ceux-là ne font pas partie de la fête mini-basket. Car la fête mini-basket, c'est bien des enfants qui ne jouent pas et qui débutent. Sinon, ça n'est pas. Donc, nous avons des matchs 3-3, des matchs 4-4 et des matchs 5-5. Donc, c'est bien une fête, il n'y a pas de règles, simplement un arbitre qui est là pour, disons, harmoniser, puis conseiller un tout petit peu, mais c'est tout. C'est une découverte de jeu basket. C'est une grande organisation. Comment vous faites pour préparer cette fête? Vous avez des gens qui vous aident? Oui, bien sûr. Donc, le vendredi, vous voyez, nous allons 25 personnes, 25 personnes bénévoles. Alors, ce qui est vraiment intéressant et impressionnant, c'est qu'on a énormément de parents qui s'investissent. Bien sûr, on a tout le groupe, on a tous les joueurs de basket car le samedi doivent arbitrer. Mais cette année, on a énormément de parents et voire même des grands-parents qui s'investissent dans notre fête. Alors ça, croyez-moi, c'est chaud au cœur parce que on pense qu'ils apprécient vraiment le club de Méricourt. Donc 25 personnes le vendredi et puis le samedi, nous avons 80 personnes qui travaillent. Et vous attendez combien? Les deux précédentes éditions, vous avez eu combien de personnes? Alors, voilà, ça s'est passé comme ça. La première édition, ça a été sur tout le département. Donc, on a eu dans les 800 enfants. La deuxième édition, ils ont voulu faire 2 fêtes pour dire de scinder la Côte et scinder le Béthunois et l'Artois. Et puis, bon, ils se sont aperçus que ça n'a pas trop bien marché car il fallait beaucoup de paniers, tout ça. Donc, ils ont revenu sur la 3e édition ici que je fais sur une fête départementale. Donc, on attend 800 enfants. Donc, des 4 districts que je vais énumérer, il y a l'Artois, ce sont nous, où il y a 36 clubs. Il y a le Béthunois, il y a le Boulonnais et il y a le Calaisis. On Voilà. rappelle que c'est pas seulement ouvert aux gens qui font du basket. Ah non, pas du tout. Non, au contraire. Nous avons annoncé que tout était gratuit et qu'on souhaite que les parents, avec leurs enfants, viennent faire voir à leurs enfants qui regardent ce que c'est que le sport, ce que c'est surtout l'amitié sportive. C'est important d'organiser des manifestations comme celle-ci sur le territoire? Oui, moi je pense oui, parce que c'est ce qui fait connaître au niveau de la jeunesse. Comme d'autres clubs, moi je vois à Méricourt, il y a énormément de clubs de sport. Le judo fait une grosse fête, le football salle fait une grosse fête, le football en herbe fait une très grosse pour la jeunesse. C'est l'ouverture à appeler les jeunes à faire du sport et puis à faire autre chose que De traîner, oui, c'est ça que vous vouliez je n'ai dire. pas voulu le dire, voilà. On l'a bien compris. Alors ça se déroule, on le rappelle, 19 et 20 mai. Le 19 exclusivement pour les écoles. Oui, pour les écoles. Donc, bien sûr, ça sera l'après-midi. Donc, il y a des écoles on a mis en service des autobus pour aller chercher les écoles Jean Pasteur et puis Mandela qui sont un peu loin. Les autres écoles, Saint-Exupéry, tout ça vont venir à pied. Donc, ça sera de 2h à 4h moins quart parce que bon, il faut qu'ils rentrent pour 4h, quoi, temps après. Et le samedi, bien sûr, nous, ça sera de 8h à 6h du soir, c'est-à-dire à 18h. Ouvert à tout public. Ouvert à tout public. Sportif. À l'espace Ladoumègue. Jules Voilà. Ladoumègue. On peut retrouver les renseignements sur un site internet, sur une page Facebook? Oui, il suffit d'aller sur la page Facebook de la commune déjà,
hein, et puis du club, mais bon, j'ai pas en tête, excusez-moi. Oui, bah, c'est pas grave, on l'indiquera peut-être. Anthony. Voilà. Vous avez Yvan Ferrier aussi qui a été champion d'Europe U18. Oui, en voilà, tant que ça parrain. aussi. Ça, c'est voilà, nous avons Yvan Ferrier qui était champion d'Europe au niveau des U18. Du U18, c'est ça. Cette année. Donc, il va parrainer cette année notre fête. C'est la première fois que ça va arriver, mais c'est vrai que c'est un honneur d'avoir. C'est le futur du basket. Ah oui, ça représente beaucoup de choses et je pense que nos jeunes vont comprendre ce message. Donc une grande fête, si vous ne savez pas quoi faire le 20 mai, n'hésitez Voilà. pas à vous rendre à l'espace sportif. À l'espace Jules Ladomec, sportif vous Jules serez Ladomec. super bien accueillis par Monsieur Hickey, Oui, par les bénévoles oui. du MBC et par les enfants Oui, qui oui, jouent oui. au basket. Bien. Merci beaucoup Monsieur Hickey de votre venue sur le plateau. C'est moi qui vous remercie beaucoup. À très bientôt. À Ne bientôt. manquez donc pas ce grand moment sportif. Ils vous attendent nombreux et nombreuses et on leur souhaite bonne chance à tous ces petits joueurs dont on parlera certainement dans nos prochaines éditions. Dans quelques années, avec Fred Peter, on reparlera certainement aussi de ces petits joueurs que l'on retrouve tout de suite pour sa rubrique sport. Alors on reste toujours dans le sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Anthony. Une fois n'est pas coutume, on commence avec les U19 du Racing Club de Lens. Oui, et je dirais même plus, on commence ce JT Sport avec une belle victoire. Les joueurs de Fabrice Van de Put se sont imposés 5-1 contre Quevilly. Les buts lensois sont inscrits notamment par Charles Bolly, Thomas Dacosta et Corentin Lemaire. Au classement, le RC Lens reste deuxième du championnat national. Que s'est-il passé du côté des footballeurs du dimanche? Alors, en division honneur, Vimy s'est incliné 3-2 contre le leader, la réserve de Dunkerque. En DHR, Buis-les-Mines n'a rien pu faire contre Calais Pascal et est revenu de la côte avec une défaite 5-0. L'US Vermel s'est également incliné ce week-end, défaite 3-0 sur le terrain de Villeneuve-d'Ascq. Et dans la même division, les Renards d'Avion ont perdu 1-0 contre l'Ambre. En promotion honneur, Calognévin fait match nul à Outreau 1 partout et le Sangoël dépose les armes face à Longness 3-0. On va parler volleyball maintenant et c'était le jour de gloire dimanche de la ville de Arnes. Oui, le Arnes Volleyball a battu tranquillement une faible équipe de Chantepie sur le score de 3-0 à la salle Maréchal. Cette victoire permet aux Arnésiens de décrocher leur ticket pour la division élite, soit la 3e division française. L'entraîneur et président Claude Clément effectuait son dernier match sur le banc du HVB. Il sera remplacé par Loïc Bouanda à partir de la saison prochaine. Claude Clément s'est confié au micro de Télégoël. Pour ce qui est du bilan de saison, c'est pas encore fini, mais pour la montée, c'est génial. On s'est vraiment battu sur bien des points. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même content d'une saison difficile, compliquée. On s'est battu, on a été solidaires, on a gagné le match où vraiment on se disait ça va être compliqué, mais on est resté soudés et la montée est arrivée, ça fait plaisir, mais en même temps ça arrive un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave, on va travailler pour réussir à faire une bonne saison. Ce qu'on veut, c'est pas monter et redescendre. Donc on va accepter la montée, mais on va travailler pour pérenniser cette montée, ce maintien plutôt. Parité oblige, Fred, on retrouve maintenant les filles du VCH qui ont elles aussi gagné ce week-end. Et face à Poitiers, le VCH s'est montré impitoyable. En un petit peu plus d'une heure, les coéquipières de Manon Maurice l'ont emporté 3-0. Arnes termine à la 4e place de ce championnat élite. Et la prochaine saison de volleyball commencera au mois d'octobre 2017. Merci Fred, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour même heure. De nouvelles infos sportives. Alors elle est toujours élégante et n'a qu'une envie, c'est de vous emmener sur le territoire du bassin minier pour vous présenter les nombreux spectacles. Nelly est avec nous pour l'agenda culturel. Bonjour Nelly. Bonjour Valérie, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Alors, riche programme pour les jours à venir, Nelly. Le territoire terrain de sport et de culture aussi. Tu vas nous le prouver d'abord avec l'Arc-en-Ciel à Liévin. Oui Valérie, donc le dimanche 14 mai à 16h, dans le cadre d'un dimanche en famille, vous pourrez assister au spectacle Vélocello con Vibrato par Rafistol. Donc il s'agit d'un spectacle qui allie avec beaucoup de magie l'esprit d'un spectacle de clown avec de la musique et de la chanson. Donc je vous pose l'intrigue, Rafistol arrive sur scène avec son vélo et il est en retard. La suite, elle est à découvrir à l'Arc-en-Ciel. On poursuit avec une proposition de théâtre tout public.
Oui, donc à la scène du Louvre-Lens, en partenariat avec la ville de Lens, qui nous propose ce samedi 13 mai à 19h une jolie représentation d'un classique de Molière, Les femmes savantes, donc sur une mise en scène d'Elisabeth Chailloux. Donc il s'agit d'une version qui détonne un peu puisque l'intrigue se joue dans les années 60. Donc messieurs, les femmes vont se libérer au Louvre-Lens ce samedi. Elles veulent se consacrer à leur passion, le savoir. Ainsi, l'ordre familial est bouleversé. L'espace culturel Jean Ferrat d'Avion accueille également une pièce de théâtre. Donc ce vendredi 12 mai à 20h30 pour Ma vie est un sketch par la compagnie Au-delà du seuil. Donc Déborah Harvey monte sur la scène avionnaise et nous propose une bonne tranche de rire. Donc le second degré comme une béquille de plus. Donc vous n'êtes pas disponible le 12 mai, pas de souci, l'espace culturel et public La Gare à Méricourt vous propose également une représentation le vendredi 19 mai à 19h. On enchaîne toujours avec du théâtre, Nelly, mais cette fois-ci pour les plus petits, avec la suite de Moment Mai. Oui, nous en avions parlé lors de nos précédentes éditions et ça se poursuit à Grenay, à la médiathèque L'Estaminet, le mardi 16 mai à 19h pour Martine à la plage par la compagnie La Manivelle Théâtre. Donc une comédie tragique, aquatique et cinématographique qui nous fait découvrir une Martine bien éloignée de nos livres de jeunesse. Donc puis, toujours à Grenay, mais cette fois à l'espace René Couteur, le mercredi 17 mai à 16h pour Alibi par la compagnie Le Théâtre Levny, esprit volant non identifié. Une jolie proposition jeune public autour de la danse cette fois. Il commence à faire beau sur notre territoire, on va sortir un peu, Nelly. Voilà, donc une jolie sortie qui se tiendra à Arnes. Donc c'est une proposition artistique de culture commune scène nationale du bassin minier associée au Pays d'art et d'histoire de l'Anciévin dans le cadre de la résidence de la compagnie Sens Ascensionnel, ici et là dans la cité. Donc vous pourrez découvrir la cité Bellevue autrement le samedi 13 et le dimanche 14 mai à 16h pour un parcours artistique et patrimonial. Donc rendez-vous pour ce faire à l'école Curie, rue Saint-Claude à Arnes. Merci Nelly, Merci on a à vous. décidément de quoi faire le week-end prochain De et quoi un peu le s'occuper week-end largement, d'après. tout à fait. Oui. Voilà, pour le sport, la culture, le théâtre. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le net, telegoel.fr, les différentes pages Facebook de Telegoel, YouTube et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à jeudi prochain. Merci pour votre fidélité.